Dans cette vidéo, nous allons voir comment dater les roches terrestres. La notion de temps est centrale en géologie, qui est une science qui a besoin de repères temporels pour raconter l'histoire de la Terre. La géochronologie est donc une sous-discipline fondamentale des géosciences, et il n'est pas exagéré de dire que chaque avancée majeure dans le domaine de la géochronologie a amené à son tour des avancées majeures dans les concepts et les idées d'un grand nombre de domaines de cette discipline. Dans le cas de l'histoire du vivant, la datation des roches occupe une place fondamentale, d'une part pour dater les premières traces de vie, et pour comprendre l'environnement géologique de la Terre primitive dans lequel elle est apparue. Donc sur la base d'une approche naturaliste, les premiers principes de géochronologie étaient relatifs. C'est ce que j'ai résumé sur ce diagramme synthétique. Le principe de superposition dicte que toute couche est plus jeune que celle qu'elle recouvre. Ici par exemple, la couche en vert est plus récente que la couche en bleu, la violette étant la plus ancienne. Le principe de continuité veut qu'une couche géologique donnée possède le même âge sur toute son extension latérale, et celui d'identité paléontologique que deux couches contenant les mêmes fossiles présentent le même âge. Enfin, une intrusion, ici par exemple une intrusion magmatique, qui recoupe toutes les couches sédimentaires, est nécessairement plus jeune qu'elle, c'est le principe de recoupement. Donc ces principes paraissent assez simples, mais ils ont été à la base de la réflexion géochronologique jusqu'au début du XXe siècle. C'est notamment entièrement grâce à eux qu'a été établie l'échelle des temps géologiques que je vais vous présenter maintenant. Donc cette échelle des temps géologiques, elle est constituée de différents étages qui ont avant tout été définis sur la base des fossiles qu'ils contenaient et d'après leurs relations de superposition et de recoupement. Et ce, bien avant que l'on puisse attribuer des âges absolus aux roches qui contenaient ces fossiles. Mais bien sûr, pour déterminer les durées réelles de ces différents étages et leurs limites, il a fallu développer des méthodes de datation absolue. De même, il est difficile d'appliquer ces principes, notamment la présence de fossiles, aux roches qui n'en contiennent que très peu ou pas du tout, comme c'est le cas des roches d'âge précambrien, c'est-à-dire plus anciennes que le Cambrien, avant 540 millions d'années, représentant l'essentiel de l'histoire de la Terre, et qui nous intéressent tout particulièrement ici dans le cadre de l'apparition et du développement de la vie. La découverte de la radioactivité à la fin du XIXe siècle a permis une révolution en géochronologie et le développement de ce qu'on appelle la radiochronologie. La radioactivité, c'est la désintégration spontanée d'un atome pair instable, noté P, en un atome fils plus stable, noté F, avec une émission ou une capture de particules élémentaires et la libération d'énergie. La quantité d'atomes pairs, présente initialement dans une roche ou dans un minéral, que j'ai noté P0 dans l'équation, va décroître avec le temps selon une loi exponentielle, où lambda représente la constante de désintégration de l'élément pair. La demi-vie, notée T1,5, elle est définie comme le temps nécessaire pour que la moitié des atomes pairs présents initialement se soient désintégrés. Et cette demi-vie, elle est inversement proportionnelle à la constante de désintégration lambda. Imaginons un système qui contienne initialement une certaine quantité d'atomes pairs en vert et pas d'atomes fils représentés en violet. Après un certain temps, qui correspond à la demi-vie, la moitié des atomes pairs vont s'être désintégrés en autant d'atomes fils. C'est ce qui vous est représenté dans les petits sabliers. Après une autre demi-vie, la moitié des atomes pairs restants se sont à leur tour désintégrés en autant d'atomes fils, et ainsi de suite. La proportion relative d'atomes pairs et fils est donc directement utilisable comme un chronomètre et permet, si on connaît la demi-vie, de déterminer l'âge absolu d'une roche ou d'un minéral. Alors il existe un certain nombre de couples pairs-fils utilisables en géochronologie, et donc autant de méthodes de datation. La plus connue, que je vais rappeler rapidement, c'est probablement la méthode au carbone 14, qui se désintègre en azote 14 avec une demi-vie d'environ 5570 ans. Toutefois, cette très courte demi-vie ne permet de dater que des événements géologiques relativement récents, puisqu'au bout de quelques demi-vies, il n'y a plus assez d'éléments pairs pour qu'on puisse le mesurer physiquement. Mais pour la datation des roches plus anciennes, il a été nécessaire de développer d'autres méthodes de datation sur la base de couples élémentaires à beaucoup plus longue durée de vie. C'est le cas des couples que je présente ici, rubidium-strontium, samarium-néodyme, lutécium-hafnium, dont les éléments pairs ont des demi-vies qui sont au-delà de 3 milliards d'années et jusqu'à une centaine de milliards d'années. Donc en réarrangeant les équations de décroissance de l'élément pair et de croissance de l'élément fils, on obtient l'équation générale de la géochronologie par radioactivité, où la quantité d'éléments fils à un instant donné est fonction de la quantité présente au départ, à laquelle on ajoute ce qui provient de la désintégration du pair. On voit que cette équation, finalement, elle correspond à une équation linéaire affine, dans un diagramme où f est fonction de p, des objets géologiques de même âge, qui possédaient la même quantité initiale d'éléments fils, mais des quantités variables d'éléments pairs, vont se distribuer le long d'une droite, dont l'ordonnée à l'origine correspond à la quantité initiale d'éléments fils, et la pente est directement fonction de l'âge. Et cette droite, on l'appelle la droite isochrone. Donc pour des raisons
Purement pratique, on ne mesure pas les abondances absolues des isotopes père et fils, on les normalise à un isotope stable de l'élément fils dont l'abondance ne varie pas avec le temps. Ainsi, en mesurant ces rapports dans un groupe d'objets géologiques apparentés, on est capable de déterminer leur âge. Par exemple, dans le cadre du couple rubidium-strontium, on va normaliser les abondances du strontium 87 et du rubidium 87 au strontium 86 qui est stable. Donc par exemple, en mesurant ces rapports isotopiques dans les météorites, Weatherill, il y a une cinquantaine d'années, a permis d'obtenir un âge isochrone de ces météorites qui a été l'une des premières datations directes du système solaire. À l'heure actuelle, la méthode la plus utilisée repose sur le couple uranium-plomb. Il présente la spécificité que deux isotopes de l'uranium, le 235 et le 238, se désintègrent en deux isotopes du plomb, le 207 et le 206, avec des demi-vies très différentes. Le couplage de ces deux systèmes est donc très puissant puisque, en théorie, les deux chronomètres doivent donner le même âge pour une roche ou un minéral donné. On applique typiquement cette méthode à des minéraux qui contiennent de l'uranium, mais qui n'incorporent pas de plomb lors de la cristallisation, puisque dans ce cas, on peut simplifier l'équation générale de radiochronologie en supprimant le terme F0, de sorte que la mesure du rapport fils-père est directement fonction de l'âge. Dans un diagramme fils-père pour les deux couples du système uranium-plomb, que je présente ici, il est donc possible de tracer une courbe en vert qui correspond aux valeurs des deux rapports donnant le même âge. Cette courbe est appelée concordia. Si une mesure isotopique uranium-plomb se place sur cette courbe, alors l'âge correspondant est dit concordant et il a de grandes chances d'être robuste. C'est en particulier cette méthode qui a permis d'obtenir les âges des plus anciens matériaux terrestres connus, les cristaux de zircon de Jack Hills en Australie, dont certains présentent des âges concordants de près de 4,4 milliards d'années, comme on le voit sur le diagramme de droite. J'en resterai là pour les aspects théoriques. Il existe d'autres méthodes de datation radiochronologique, comme la méthode potassium-argon ou les radioactivités éteintes, mais je ne vais pas les détailler ici, dans la mesure où les méthodes isochrone et uranium-plomb, que je viens de citer, restent les deux méthodes les plus couramment utilisées pour dater les roches très anciennes, en particulier pour la période précambrienne. Je terminerai cette présentation en vous présentant les aspects non plus théoriques, mais pratiques de la datation des roches, notamment par la méthode uranium-plomb, et en particulier sur un minéral donné qui est le zircon. Donc le zircon, c'est un silicate de zirconium, de formule chimique ZrSiO4. C'est un minéral très commun des roches de la croûte continentale terrestre, quoique présent en très faible quantité et en cristaux de petite taille. Vous avez ici la photo d'une rare gemme de zircon de quelques millimètres, mais la plupart du temps, les cristaux de zircon mesurent rarement plus de quelques dixièmes de millimètre, comme le montre l'image de droite, représentant un cristal de zircon aux couleurs vives dans une lame mince de granit et d'une taille d'environ 100 micromètres. Le zircon contient des petites quantités d'autres éléments, et notamment d'uranium et de thorium radioactifs, mais il n'incorpore pas de plomb lors de sa cristallisation. Cela en fait donc un candidat idéal pour la datation uranium-plomb. Enfin, il est extrêmement résistant à l'altération chimique et mécanique, et peut donc témoigner d'événements géologiques très anciens, même si sa roche parente a été remaniée par la tectonique, le métamorphisme ou l'érosion. Ça en fait un véritable minéral à remonter le temps. Le zircon permet ainsi de dater une variété de phénomènes géologiques, comme par exemple la cristallisation des roches magmatiques, comme les granites, le métamorphisme et la déformation dans les roches métamorphiques, comme les gneiss, et l'âge de dépôt, ainsi que la provenance des roches sédimentaires, comme les grès. Mais comment fait-on concrètement pour dater tous ces événements avec le zircon ? D'abord, et de façon très évidente, il s'agit d'échantillonner les roches sur le terrain. Et comme les zircons sont des minéraux relativement peu abondants, il s'agit de prélever des volumes de roches importants pour en extraire un nombre suffisant pour la datation. À titre d'exemple, un échantillon de granit de 10 kg ne va pas contenir plus que quelques grammes de zircon. Donc pour récupérer ces très petites quantités, de retour au laboratoire, l'échantillon va subir un protocole en plusieurs étapes successives qui vont permettre de progressivement concentrer les zircons. On va d'abord concasser la roche en fragments de plus en plus fins, à l'aide de broyeurs, jusqu'à une taille de grain équivalente à celle du sable, en dessous du millimètre. Les zircons sont des minéraux particulièrement denses, avec des densités de 4 à 5, alors que la plupart des minéraux des roches terrestres ont des densités autour de 3. Pour les concentrer, on va donc employer des méthodes de tri des grains en fonction de leur densité, comme la table à secousses, qui est une sorte de bâtée mécanique géante, et des liquides de densité variable dans lesquels les minéraux vont couler ou flotter. On distingue ici par exemple dans l'ampoule à décanter une couche claire de minéraux légers qui flottent et une couche sombre de minéraux lourds qui ont coulé. Les zircons peuvent aussi être séparés de minéraux contenant du fer, qui sont relativement fréquents dans les roches, par des séparateurs magnétiques. À l'issue de ces étapes, on obtient donc un concentré de zircon, à partir duquel on va sélectionner les grains qu'on souhaite dater un par un sous une loupe binoculaire, puis on les place sur un adhésif et on va venir les mouler dans une résine. Après polissage, on obtiendra des grains de zircon affleurant tous à la surface de cette monture en résine qui sera prête pour l'analyse.
Alors, dernière étape cruciale avant l'analyse, on va imager la structure interne des zircons, le plus souvent grâce à un microscope électronique à balayage. Sur ces images, on distingue des zones de croissance, de luminosité et de couleurs différentes qui correspondent à autant d'étapes successives de la cristallisation des zircons, qui peuvent se faire de façon continue ou discontinue. Auparavant, on datait des cristaux entiers de zircon en les dissolvant dans de l'acide avant d'analyser la composition de la solution obtenue. Mais grâce à ces images, on comprend bien que cette méthode présente un certain nombre de problèmes. En particulier, la présence d'inclusion d'autres minéraux, par exemple comme on le voit sur le grain de gauche de l'apatite et du quartz ici, et la présence de domaines potentiellement d'âge différents, comme c'est sûrement le cas du grain au centre et à droite, vont potentiellement complètement fausser l'âge ou résulter en des âges de mélange sans signification géologique. Aujourd'hui, on peut contourner ces problèmes en ciblant à partir de ces images les zones de grains que l'on souhaite dater. Et pour cela, on va micro-échantillonner le zircon à l'aide soit d'un faisceau laser, soit d'un faisceau d'ion, qui vont littéralement creuser des petits cratères dans le zircon, comme on le voit sur la photographie du haut, et sur la coupe schématique située juste en dessous. Le diamètre et la profondeur de ces petits cratères vont varier en fonction de la technique utilisée, mais en règle générale, ils ne vont pas excéder quelques dizaines de micromètres. On est capable donc d'obtenir un âge uranium-plomb à partir d'un très petit volume de grains de zircon. Alors le volume ablaté de ces cratères il va être pulvérisé en particules très fines, qui vont être transférées par un flux de gaz vers notre instrument de mesure, qui est un spectromètre de masse. Dans celui-ci, les différents composés chimiques constituant le zircon, dont l'uranium et le plomb qui nous intéressent, vont être séparés les uns des autres, par exemple grâce à un champ magnétique comme le représente le schéma en bas à droite, et ensuite ils vont être dosés séparément via un détecteur. On pourra ainsi déterminer les rapports isotopiques entre l'élément fils et l'élément père, et donc déterminer l'âge de chaque domaine de zircon échantillonné. En multipliant ces analyses dans plusieurs grains d'un même échantillon, on obtiendra l'âge de la roche. Je termine en vous montrant un exemple de datation d'un affleurement complexe de gneiss archéen d'Afrique du Sud. Sur cette photo, on voit différents types de gneiss correspondant aux différents niveaux de gris, et chacun de ces gneiss a été échantillonné et daté systématiquement en analysant quelques dizaines de zircons pour chaque échantillon. Les âges obtenus s'étalent entre 3,343 milliards d'années pour le gneiss le plus sombre et 2,671 milliards d'années pour le filon de granit qui recoupe l'ensemble. Cela représente une histoire géologique de plus de 650 millions d'années, plus longue que la totalité de l'ion phanérozoïque, sur un affleurement qui est d'à peine 1 mètre carré. Cette situation, qui est très courante dans les terrains précambriens, illustre toute l'importance que peut revêtir la géochronologie absolue pour comprendre l'environnement géologique de la Terre primitive.